Bonjour la team OM, c'est Baz de Force OM Télé, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En fait, je dirais même deux vidéos en une, puisqu'on va parler à la fois de OM Nantes, je vais juste parler des notes, je ne vais pas faire le débrief puisqu'on est lundi, et puis j'ai envie de changer, que ça ne soit pas comme les autres, donc faire que des notes. Voilà, donc je vous dirai mes impressions sur les joueurs. Et ensuite, deuxième vidéo dans la même vidéo, donc deuxième partie de cette émission, avec le Mercato, avec le Flash Mercato numéro 20. On commence avec les notes. Donc, je vais vous donner tous les notes et avec mes impressions sur les joueurs. Et un gros plan, évidemment, sur le meilleur joueur du match. Le gardien, c'était Paul Lopez. Paul Lopez qui critiquait la saison dernière, par une partie de la TOM, surtout jaloux que Steve Mandanda ne soit pas titularisé plus souvent. Moi, comme je vous l'ai dit, j'étais pas de la team ni Lopez ni la Mandanda, j'étais pour les deux. Moi, j'ai toujours aimé avoir deux très bons joueurs à chaque poste. Je suis pour la concurrence. Et pour moi, les deux ont fait une très bonne saison. Et Paolo Lopez a été très très bon, très très souvent décisif. Il a fait quoi? Un match, allez, deux matchs de pas bon. Et surtout, ce qu'il a fait, c'était pas bon. C'est très bien. Donc là, il était blessé, il est revenu et il a été énorme. Donc moi, je lui mets un 13 sur 20 à l'ami Paolo Lopez. Il a fait un très grand arrêt à la 61e sur un contre de Nantes où l'attaquant est de près, il fait le bon geste, mais Paolo Lopez fait de très bon arrêt qui dévie donc sa frappe en dehors de sa cage. Donc important, il y a 0-0 à ce moment-là et ensuite l'OM va marquer. Un gros arrêt aussi sur un ballon qui allait rentrer dans les buts, un dégagement un peu catastrophique de le défenseur et Klose qui lui fait opposition à son attaquant mais ne s'occupe pas du ballon et donc Paul Lopez va le chercher sinon il y a but. Hein. Donc voilà, il a eu 2 heures à faire, il les a fait très très bien, super performance. Après il a pas eu 9 arrêts non plus donc je peux pas le mettre plus mais voilà donc du coup j'ai bien aimé le match de Paul Lopez. Derrière, en défenseur central, Chancel Mbemba, auteur d'un but sur cette rencontre. Je lui mets la bonne note de 14 sur 20. Chancel Mbemba, il a toujours fait des beaux matchs depuis le début de la saison. Et là, il a fait une performance quand même de très très bon niveau. Rapide, il est très rapide, il revient très très bien sur les attaquants, il a une très bonne couverture, il anticipe très bien les passes adverses et du coup il coupe très bien. Un but de renard, hein, c'est un but d'attaquant, hein, ce qu'il fait, c'est un geste technique très intéressant et un beau but. Donc vraiment très très belle performance de Chancel Mbemba. Je pense qu'on a trouvé. Alors, il y a peut-être un chantier sur les autres défenseurs centraux. En tout cas, lui, je pense qu'on a trouvé un super défenseur, je vous rappelle, libre et d'expérience. Donc, superbe recrue, Chancel Mbemba. Samuel Giroud. Alors, j'ai vu des commentaires qui disaient qu'il avait été bon avant son expulsion. Non, moi, je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé bon. Quand est-ce qu'on peut dire qu'un défenseur est bon? Ben, déjà, on peut le juger quand il a beaucoup d'attaques à enrayer. Voilà. Et ces attaques, justement, il arrive à les annihiler. Ça n'a pas été le cas. Les contres de Nantes sont quasiment allés au bout à chaque fois et il a fallu la maladresse souvent nantaise pour pas que ça aille au bout ou alors les arrêts de Paul Lopez. Donc, Gigot, alors moi, voilà, parce qu'il y a des personnes qui analysent les matchs et qui, en fait, font des fixettes sur des joueurs. Voilà, d'entrée, ils ont dit que Gigot était pas bon, point. Moi, je vous ai dit que le dernier match, je l'ai trouvé assez correct. J'étais peut-être le seul, mais voilà, je l'ai trouvé assez correct. Là, je suis désolé. Et là, il a pas été bon du tout. L'ami Gigot, il fait un premier carton jaune grossier. Voilà, pour un coup de coude. Enfin, il est pas fin, quoi. Il est pas fin dans ses fautes. C'était déjà le cas sur le match à Brest. Ces fautes sont vraiment très visibles et vraiment difficilement. On ne peut pas passer à côté, quoi. Donc le premier carton jaune, il est grossier, quoi, un coup de coude. Et le deuxième carton jaune est aussi grossier, où il défend très mal, il ficelle son attaquant. Certes, c'est pas une énorme faute, mais en fait, il empêche quand même l'attaquant de marquer. Donc penalty, pas penalty, c'est vrai que c'est un peu litigieux, on ne sait pas. Donc disons que c'est surtout la double peine qui fait mal entre le carton rouge, enfin le deuxième carton jaune et le penalty. Mais il fait ça en plein milieu de terrain, il a carton jaune aussi, quoi. Donc c'est très mal défendu. Et en plus, c'est la défense, c'est dans la surface, et donc tu as potentiellement le risque d'un penalty.
Donc c'est très très mal défendu, quoi. Et donc du coup, il laisse ses coéquipiers à 10. Alors que bon, il reste du temps, et d'ailleurs, comme il y a penalty, on prend le but. Et ensuite, normalement, on doit perdre ce match, quoi. Heureusement, on a une bonne réaction et on va chercher la victoire à 10 contre 11, mais là, il nous pénalise fortement et il n'avait pas fait un bon match avant. Donc, ben, l'ami Gigot, je lui mets 3 sur 20, quoi. Voilà, je lui mets une sale note, mais il la mérite. Balerdi, alors Balerdi, c'est un peu pareil que pour Gigot. Il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, j'essaie d'être objectif avec ce joueur. Je trouve qu'il a des qualités de grinta, de technique, mais c'est vrai qu'il a des problèmes de concentration et que il défend mal et qu'il se fait vite. Il a du mal en rapide. Quand il y a un attaquant rapide, il sait pas trop comment faire. Ça, c'était son défaut. Et malheureusement, c'est vrai qu'il continue à faire des matchs assez moyens. Et ben, du coup, ça pose forcément la question de savoir s'il doit être titulaire. Ben, pour moi, non, il ne doit pas être titulaire. C'est pour ça qu'on a un gros chantier au niveau mercato encore en défense centrale. Alors moi, je ne lui mets pas une sale note non plus parce que quand j'ai regardé le match à froid, en plus, enfin, 2 fois le deuxième match à froid, honnêtement, bon, je lui mets 7 sur 20, quoi. Ce qui n'est pas une bonne note, hein. C'est une très mauvaise note. Mais voilà, il ne mérite pas un 3 sur 20 comme Gigot parce qu'il n'a pas fait d'erreur manifeste sur le match. Disons qu'il n'a pas été décisif, voilà, un peu comme Gigot. Pareil, il n'a pas annihilé les attaques adverses. Et il fait une très mauvaise passe en retrait pour Pau Lopez qui arrive à s'en sortir. Mais après, voilà, il n'est pas décisif, il se fait bouffer par ses attaquants. Donc voilà, c'est assez inquiétant, quoi, les prestations de Balerdi qui continuent à être. Enfin voilà, match après match, c'est la même rengaine, quoi. Au niveau des pistons, alors Jonathan Klaus, ben, j'adore ce joueur, tout le monde l'adore. Pour moi, je lui mets 14 sur 20 parce que c'est vraiment c'est un joueur complet. C'est vraiment le joueur dont tu rêves dans une équipe. Roulette, très belle course, il est très rapide, hein, il va très très vite, des bonnes passes, une bonne technique, il a un beau travail sur le but de Chancellor Mbemba, il apporte beaucoup offensivement, il va très vite, il est juste, il est intelligent dans son jeu, il voit quand il faut faire la passe, c'est pas un bourrin qui va s'entraîner n'importe où, non, non, lui il peut revenir en arrière, il peut faire une passe en retrait. Il peut décider d'y aller. Il est bon sur coup franc, il est bon sur corner. Il a une bonne vision de jeu, il est technique. Non, non, c'est vraiment un super joueur, Klaus. Vraiment, moi j'adore. Donc 14 sur 20 pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, son pendant Nuno Tavares à gauche. Je lui mets 13. Pas facile à noter parce que c'est vrai qu'il n'a pas tout réussi comme je veux dire, le premier match notamment et le deuxième qui était assez correct. Assez bon. Il fait des gros, à un moment, il fait une très grosse percée et après une bonne passe parce qu'il a fait beaucoup de bonnes percussions. Vraiment, il va très vite quand il part sur son couloir, c'est assez impressionnant. Et puis techniquement, il est assez à l'aise, donc il arrive à dribbler, il arrive à passer. C'est très impressionnant. Donc il a une grosse activité, mais il n'a pas tout réussi dans tout ce qu'il a entrepris. En tout cas, il propose beaucoup. C'est techniquement, il est assez juste, donc c'est vraiment intéressant. Donc moi, je lui ai mis un 13 sur 20, qui était une très bonne note aussi. Valentin Roger au milieu, pas facile à noter pour savoir un petit peu l'activité qu'il a eue. Alors voilà, c'est un vaillant, hein, Valentin Roger, c'est évident. Mais je l'ai trouvé dépassé, un peu comme le match précédent face à Brest. Je l'ai trouvé voilà, pas assez percutant, il n'a pas assez bien récupéré le ballon, il n'a pas assez bien porté le ballon aussi, ou fait les passes vers l'avant. Je ne l'ai pas trouvé bon, donc je lui ai mis un 8 sur 20. Voilà, c'est une note en dessous de la moyenne pour moi. C'est vraiment insuffisant. Ça fait 2 matchs que c'est insuffisant. Même le deuxième match était très mauvais. Et quand on voit l'activité à côté de Jordan Verretou, on se demande, on va pas juger sur un match, ou même 2, on se demande si Jordan Verretou ne mériterait pas d'être à sa place en fait, et pas les deux associés. En tout cas, moi, ça serait mon choix pour l'instant. Évidemment, ça peut changer. Puis en plus, il y aura la répétition des matchs après, donc il faudra faire tourner. Jordan Verretou, moi, je lui ai mis un 13 sur 20. J'adore ce joueur d'habitude, mais surtout sur ce match, quoi. Il fait une très bonne percée en contre en début de match. Il a une belle frappe cadrée dangereuse à un moment. Il récupère un moment très vite et il passe très vite. Il jaillit vite. Il récupère beaucoup de ballons. Il est vraiment percutant. Il est agressif.
techniquement, il est doué, il va très vite, il a le sens du jeu. C'est très très intéressant, Jordan Verretou, c'est une super recrue lui aussi. Gerson, malheureusement blessé, alors qu'est-ce qu'il va avoir? Il va sûrement avoir une contracture ou un claquage à la cheville ou au mollet, on ne sait pas trop, mais bon, il a eu une décharge électrique, je pense que ça c'est musculaire. Je pense qu'il va y en avoir pour 3 semaines, un mois, au moins de blessures. Je lui ai mis 12 sur 20. Je l'ai trouvé, il a fait des têtes dangereuses. Il a eu 2 têtes dangereuses. Il fait des bonnes passes, bonne conservation de balles, très bon centre au moment où il y a une sortie. En fait, bon, enfin, je sais plus qui, enfin, je crois que c'est Luis Suarez ou un autre, je sais plus, qui a fait après une belle action. Donc il a une bonne activité, on l'a trouvé un peu plus en jambes, un peu plus agressif. Pas assez encore, il faut encore un peu plus qu'il soit un peu plus agressif, mais je l'ai trouvé meilleur. Malheureusement, il sort sur blessure à la 52e minute. Gendouzi, alors Gendouzi, bon par contre les gars, il a fait une saison énorme, il fait un match pas bon, c'est clair, mais bon, le sifflet, le sifflet à sa sortie, c'est quand même abusé, quoi. Enfin, les gars, attendez un peu, quoi. Le gars, il se bat sur le terrain, il s'est encore battu, voilà, il mouille le maillot, c'est clair. Ok, fait un mauvais match, mais enfin, franchement, il faut essayer d'être un peu plus objectif que ça, les gars, et pas commencer à siffler un gars qu'on a adoré la saison dernière, quoi. Donc, ok, il faut qu'il soit mieux, mais en plus, c'est pas son poste. On l'a mis devant, on l'a mis milieu offensif. Ok, il peut se projeter vers l'avant, mais c'est pas son meilleur poste. Et en plus, on sait qu'il manque un petit peu d'efficacité devant, ce qui était déjà le cas l'an dernier. Hein. Il faut se rappeler, il se crée beaucoup d'occasions, mais il marquait pas beaucoup de buts. Hein. Donc voilà, il faut être indulgent. Alors voilà, moi je lui ai mis un 6 sur 20. Voilà, il a raté son match, c'est clair. Il a mal joué des contres à un moment où l'OM part en contre a des bonnes possibilités, il joue mal. Mauvaise passe, voilà, mauvais choix. Voilà, il a fait des mauvais choix. Mais c'est vrai qu'il était positionné pour moi trop haut et il faut pour moi à ce poste-là un milieu offensif ou un attaquant, mais pas un milieu relayeur qu'on met un peu plus haut. Donc c'est pas que sa faute pour moi, il y a une part quand même de la faute d'Igor Tudor sur ce coup-là. Sanchez, Alexis Sanchez, bah les gars, c'est 15 sur 20 quoi. 15, 16, je sais pas, j'ai hésité entre les deux, 15, 16. Après, je me suis dit c'est peut-être abusé 16 parce qu'il a pas joué tout le match et il a pas été décisif. Mais alors quelle régalade quoi. C'est vraiment c'est un moment qu'on a pas eu un joueur comme ça, enfin avec Payet aussi qui peut faire des choses comme ça. Mais c'est incroyable, quoi. C'est vraiment un spectacle à lui tout seul. Qu'est-ce que j'ai noté? Des bonnes passes courtes, vraiment. Ces passes, c'est vraiment dans le tempo, c'est juste. Des talonnades dans le sens du jeu, des contrôles merveilleux, des dribbles. Il est rapide, il dévie bien, une finesse technique assez impressionnante, il est disponible. Voilà, il joue devant. Bon, après, il a changé, mais au début, il joue seul devant. Alors, on va me dire souvent, il est seul, il est seul. Non, non, le gars, il va chercher le ballon, il combine le jeu. Enfin, ça n'a rien à voir avec, désolé, mais Milik ou d'autres attaquants qui sont devant, ben, s'ils ne se bougent pas, ils ne vont pas se trouver, sauf Dieng, sauf Dieng qui, lui, peut aussi trouver des solutions. Donc, on voit quand même un attaquant, bon, évidemment, de classe mondiale, on le savait, mais il l'approuve sur le terrain, quoi. Il n'est pas du tout cramé, hein, comme dirait une journaliste de Canal+, quoi. Il a la vision du jeu, ses prises de balles et ses passes vers l'avant sont vraiment très, très judicieuses. C'est un régal quoi d'avoir un joueur comme ça. Il a enflamme le stade Vélodrome. C'est vraiment éblouissant. C'est top. J'adore. J'adore vraiment. Là, on se régale. Et tout le monde s'est régalé évidemment. Il est sorti à la 64e minute. Bah, c'est bien. Il faut qu'il prenne du rythme. Hein. Il faut qu'il soit titularisé pour retrouver le rythme. Il n'avait pas été titulaire depuis mars en sélection. Donc il va falloir qu'il enchaîne les matchs, mais c'est génial. Génial d'avoir un attaquant comme ça. C'est en plus qu'il peut jouer à la fois attaquant ou derrière l'attaquant, quoi. Donc c'est énorme. Il y a ensuite Suarez qui est rentré à la 53e minute. J'ai trouvé très très bonne entrée encore de Luis Suarez qui franchement est très très bon. Je lui ai mis un 13 sur 20. Il est rentré à la 53e minute. Il s'est procuré une occasion de suite. Après une frappe cadrée, quasi un but, hein, avec sa tête déviée par Palois, bon, il pouvait aller dans le but. Bonne entrée, il est vif, il est agressif, il a la grinta, il est technique. Franchement, c'est une belle trouvaille, hein, Luis Suarez. Hein, évidemment, ça sera toujours pareil, il faudra juger dans la durée. Mais moi, je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant, ce joueur.
Payet, bonne entrée de Payet, il est rentré à la 65e minute, je lui ai mis un 13 sur 20 à Dimitri Payet, corner décisif qui oblige à la fois une sortie ratée, tir contré qui arrive à Suarez, que c'est décisif, donc il a apporté sa finesse technique, et aussi à la fin son côté leader, où il a rassuré ses coéquipiers, il les a menés pour qu'on puisse conserver ce résultat, donc très bonne entrée de Dimitri Payet. Kolasinac, bon, on rentre à 65e, j'ai pas grand chose à dire. Cengiz Under, il est rentré, il a été percutant, voilà, malheureusement il est sorti rapidement. Après, quand on se retrouve à 10, on peut pas incriminer non plus Igor Tudor, il fallait en sortir un. Je pense que c'était soit Luis Suarez, soit lui. Hein, voilà, on n'allait pas sortir après Payet parce qu'il pouvait conserver le ballon, des défenseurs non plus. Donc ben, c'était forcément lui ou Luis Suarez. Donc pas grand chose à dire. Bon, c'est malheureux évidemment de voir ça pour lui. Et Khaled Achar, bon, il est rentré, pas grand chose à dire non plus, puisque évidemment on ne peut pas trop le juger sur ce qu'il a fait. Voilà les amis sur les matchs. Et maintenant on va passer donc à le mercato. On va continuer donc sur le mercato. Donc je vais enlever mon petit logo et on va rester sur donc le mercato. Voilà, hop, attendez, je vais enlever tous ces petits. Voilà, on va lever la note du match et on va mettre de nouveau mercato ici, les amis. Et peut-être on peut faire. Non, après voilà. On va continuer. Alors, du coup. Eric Bailly, 28 ans, se rapprocherait d'une signature à l'OM. D'après le journaliste italien spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, l'OM et Manchester United auraient conclu un accord pour un prêt avec option d'achat quasi obligatoire de 10 millions d'euros, qui serait levé s'il avait une qualification en Ligue des Champions de l'OM, ou à un certain nombre de rencontres disputées. On n'a pas le nombre de rencontres, j'ai essayé de poser la question au journaliste, il peut eu la réponse. La province indique plutôt une option à 6-7 millions d'euros à voir. L'international ivoirien sous contrat avec les Reds jusqu'en 2024. La province confirme également l'accord trouvé entre l'OM et Manchester. Selon le quotidien régional, il reste encore à trouver un accord avec ses représentants au sujet du salaire qui touchera quand l'obligation sera levée. C'est souvent ça, ouais. En fait, on donne un salaire et après ça augmente quand il est définitivement acquis, quoi. Donc, dans sa quête de nouveau défenseur central, l'OM songe à un plan B. Si Bailly ne se fait pas, et l'OM pense à Francesco Acerbi, l'expérimenté joueur de la Lazio de 34 ans cet été, l'international italien au 25 cap, ne semble pas fermé à l'idée de quitter la capitale transalpine, mais la rumeur menant à Frances. Donc ce joueur pourrait bien être déjà terminé, puisque selon Sky Sport Italia, le stopper de la Lazio devrait rejoindre l'Inter de Milan en prêt avec option d'achat. A priori, c'est quasiment bouclé. C'était une bonne idée, un joueur d'expérience. Il faut un joueur sûr aux côtés de Chancel Mbemba. Les trois, pour l'instant, on n'a pas trouvé notre défense. Moi, je vous dirais de mettre Issa Touré en titulaire, mais Igor Tudor n'a pas l'air emballé pour l'instant par le joueur. Il est même pas sur le banc. Ça, c'est un peu dommage qu'on voit qu'il y a Kaletacher, quoi. Ruslan Malinovski préférerait aller à Tottenham, mais des informations là, ça ne veut pas dire que c'est cuit. Hein. Il y a plein de joueurs qui veulent aller dans des clubs et puis comme ils ne peuvent pas, ben, ils vont ailleurs. C'était le cas de Florent Thauvin, hein, il aurait bien aimé aller au Real de Madrid. Hein. Mais bon, voilà. Selon le journaliste italien Nico Cera, il serait en train de s'éloigner de l'OM. Tottenham est entré dans la négociation pour signer le milieu de l'Atalanta, ce qui n'était pas le cas encore. Marseille dans la course, mais les dialogues doivent être approfondis. Nottingham Forest est également intéressé par le joueur. Selon les informations du journaliste italien spécialiste du club bergamais Filippo Maggi, une autre piste mène à Antonin Barak, le tchèque du LS Vérone, âgé de 27 ans, mais elle est jugée pour l'instant onéreuse par l'état-major olympien, selon l'équipe. Selon la Provence, beaucoup d'étapes restent à franchir pour concrétiser l'échange entre Malinowski et Cengiz Under, mais un petit espoir demeure. Il faut convaincre les deux joueurs, s'accorder sur le prix du transfert de chaque joueur pour faire un échange sec et verser 20% à la Roma, qui est un pourcentage à la revente. Moi, dans tous les transferts, dans toutes les négociations, pour moi, tant qu'un joueur n'a pas signé dans un club, il est toujours accessible, ou pas accessible, en tout cas, c'est pas fait, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Donc, moi, j'y croirais jusqu'au bout à Ruslan Malinovski. Je vous l'ai déjà dit, je suis fan de ce joueur, je le prends tous les jours. Il est au niveau de Cengiz Under, que j'adore, que ça m'embêterait vraiment aussi de
de le perdre, quoi, hein, c'est clair. Mais voilà, là, il y a vraiment un un joueur masterclass, quoi, un crack. Donc voilà, donc on va voir comment ça va arriver. De toute façon, il reste 10 jours, on va voir vite, mais c'est vrai que ça serait un plus. Mais bon, voilà, si je garde Sanchez d'honneur, ça me dérange pas, je le trouve très bon, mais c'est vrai que dans ce dispositif, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, après, voilà, le seul truc où il peut rentrer, que c'est à peu près efficace, c'est un piston droit, mais en gros un ailier droit. Un peu comme a fait Nuno Tavares, qui il a plus joué ailier que défenseur central, que défenseur latéral. Bon, Klose par contre a fait un petit peu les deux, mais donc pourquoi pas, mais c'est pas son poste non plus s'il doit défendre, quoi. Arkadiusz Milik pourrait partir pour la Juve, comme l'indique Il Corriere dello Sport. Il s'agirait d'un prêt payant de 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat de 8 millions d'euros avec prise en charge totale du salaire de l'ordre de 3,7 millions d'euros. Calcio Mercato confirme ce possible deal qui est en fait conditionné à la non-venue de Memphis Depay à la Juve, quoi. En fait, c'est le plan B de la Juve. S'ils peuvent avoir Memphis Depay, il n'y aura pas de Milik, sinon ça sera Milik. Voilà, moi je vous l'ai dit déjà dans une vidéo, vous pouvez le retrouver, où j'ai dit quel trio offensif pour l'OM. Moi il en faut un trio et pas deux comme on a eu là. Moi je suis maintenant apte, je suis enclin maintenant à ce qu'il parte parce que je trouve qu'il a perdu de niveau, qu'il est pas sûr. C'est pas maintenant un attaquant moderne comme il le faut, un attaquant rapide qui fait des appels, qui se procure beaucoup d'occasions, qui n'a pas besoin d'attendre qu'on lui donne le ballon pour se procurer l'occasion. Voilà, moi je vous dis, je préfère d'autres attaquants et on a déjà sous la main des attaquants comme Alexis Sanchez notamment, quoi. Pour le clan Bamba Dieng, un départ est finalement envisagé. Le temps file à 10 jours de la fin du mercato. Une solution pourrait être trouvée cette semaine selon le directeur de la rédaction du journal Brut au Sénégal, Papa Mamadou Gueye, très bien informé. Bon voilà, je pense que Dieng il se résout à partir. Pourquoi? Parce que maintenant il est pas sur la feuille de match à chaque fois, ça fait 3 fois d'affilée. Les dirigeants veulent le vendre. Bon, il est jeune, il faut qu'il joue, quoi. Donc, quitte à partir en prêt, je pense que c'est la bonne solution. Pour moi, la solution idéale, ça serait qu'on le prête à un club de Ligue 1 de seconde zone, quoi, genre Lorient, comme apparemment ça a l'air de pousser. Prêt sans option d'achat et qu'on puisse y revenir, qu'il puisse faire une grosse saison, qu'il claque. Et bien, son montant de transfert gonfle, et donc après, soit on le vend plus cher la saison prochaine, ou soit on l'intègre enfin dans l'équipe, et puis dans un an, on ne sait jamais, s'il faut Igor Tudor sera pas là, ça sera notre technicien, etc., etc. Donc moi, je préférais pas qu'il parte définitivement. C'est en fait, la grande question de ce fin de mercato. L'OM a besoin de rentrer d'argent. C'est clair, l'OM a dépensé et n'a pas fait rentrer beaucoup d'argent. Donc, l'OM doit faire rentrer de l'argent. Donc, vous voyez, Dieng, si c'est un prêt, c'est pas bon. Si c'est pareil pour un prêt avec option d'achat pour Milik, c'est pas bon non plus. C'est un peu compliqué l'histoire. On va voir comment ça va tourner. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour continuer à le Flash Mercato et aussi à faire des sujets. Voilà, je vais faire des sujets, je me suis mis un petit peu quelques-uns de côté et on fera des sujets prochainement. Voilà les prochaines vidéos, comment ça sera. Merci les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la relayer. À bientôt, au revoir.